Peut-être la rencontre la plus importante du siècle, comme l'a dit Donald J. Trump. À la passerelle de l'avion, à Pékin, 300 enfants chinois en uniforme bleu et bleu-blanc agitent des drapeaux américains. Et ils scandent en mandarin « Bienvenue, nous vous saluons chaleureusement ». Sur le tapis rouge avancent les deux présidents des États-Unis et le chef de la délégation d'accueil, le vice-président chinois Han Zheng. C'est l'envoyé personnel de Xi Jinping, ce même Han qui se prononce probablement Han. Il y a un an, il s'est spécialement rendu à Washington pour l'investiture de Trump. Le message est clair. Quoi qu'on vous dise, Pékin considère cette visite comme un événement d'une importance historique. Et ils ont raison. Ils ont raison. C'est un événement d'une importance historique. Aujourd'hui, nous allons analyser tout ce qui se passe. Pourquoi en est-on arrivé là? Que veut chaque parti? À quoi sont-ils prêts à renoncer? Quels états possède chacun? Et ce qui en résultera. Bien sûr, nous ne sommes pas des devins, mais sur la base des données, nous pouvons formuler certaines idées sur ce qui pourrait se passer. Il est surtout intéressant d'observer comment cette rencontre à Pékin pourrait influencer la guerre avec l'Iran, les élections américaines et la situation en Ukraine. Et la fin, messieurs, la fin va vous surprendre. De plus, nous parlerons du problème de l'islam aux États-Unis. Un problème que la Chine a résolu très simplement. Ils les ont envoyés dans des camps et éliminé tous les musulmans. Pas d'hommes, pas de problème, c'est simple. Voyons quel chemin prendra les États-Unis. Peut-être que Sidi Bin apprendra à Trump. Pour que ce soit clair, le 13 mai, le sous-comité juridique sur la Constitution et le gouvernement limité à la Chambre des représentants a tenu une audience intitulée « L'Amérique sans la charia ». Pourquoi l'islam politique et la loi de la charia sont-ils incompatibles avec les États-Unis? Je veux que vous y réfléchissiez. Avez-vous pensé à ce titre? Il a fait frissonner la moitié de la télévision américaine et, pour la première fois en 3 ans, l'autre moitié a saisi la télécommande. Un sujet que le courant dominant considérait encore comme marginal et dangereux il y a 5 ans est maintenant entré dans la salle du Congrès pour être enregistré au procès-verbal. C'est un événement. Il mérite d'être examiné sérieusement, sans hystérie, mais aussi sans cette politesse aveugle dont l'Europe paie aujourd'hui le prix. Mais commençons par Trump, la Chine et la banque. L'équilibre sur lequel repose aujourd'hui le monde. Il y a 1 an et demi, il semblait que le monde se dirigeait vers une guerre commerciale sans règles, comme on dit. Au printemps 2025, Washington a relevé les tarifs sur les produits de chinois à 145%, Pékin a répliqué presque symétriquement avec 125% sur les importations américaines. Les deux économies ont souffert. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 20%, tandis que les fermes américaines ont perdu des marchés. Là-bas, les fabricants de semi-conducteurs ont perdu des contrats. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui arrive rarement dans la grande géopolitique. Les deux parties, heureusement, ont scié en même temps. En octobre 2025, à Busan en Corée du Sud, Trump et Xi ont eu leur première rencontre en personne depuis le début du second mandat présidentiel. 100 minutes de conversation ininterrompue. C'est beaucoup, mesdames et messieurs. Trump est sorti et a dit 12 sur 10. C'est ainsi qu'il a évalué cette rencontre. Même sur le papier, cela avait vraiment l'air impressionnant. C'est très impressionnant. La Chine s'est engagée à arrêter les livraisons de précurseurs de fentanyl, à lever les restrictions à l'exportation sur les terres rares, à ouvrir son marché au soja américain et à retirer les entreprises américaines de ces listes de restrictions. Les États-Unis, en réponse, ont réduit les tarifs et prolongé les exemptions commerciales. Maintenant, le plus important. Qu'est-ce qui a réellement été fait de tout cela? Ils ont discuté, se sont mis d'accord, souri, serré la main, puis sont repartis. En partie, oui. Donc ça a marché. La Chine a vraiment suspendu un certain nombre de tarifs rétroactifs et a retiré plusieurs entreprises américaines des listes noires. Et selon les données du printemps 2026, il semble qu'elle respecte ses engagements concernant l'achat de soja américain. Ce sont des actions précisément invérifiables. Mais pour le fentanyl, la situation est un peu différente. En mars 2026, Pékin a annoncé publiquement que 7 personnes étaient retombées malades et que 200 sites liés au réseau de fentanyl avaient été fermés. Aucune condamnation. Et ce n'est pas la première fois. La Chine a agi de la même manière en 2024 sous Biden. Elle a annoncé des mesures, puis les a discrètement abandonnées par la suite. Eh bien, cela indique que, comme on dit, le pouvoir y participe directement. En ce qui concerne les terres rares, une pause a été instaurée, mais les États-Unis et la Chine divergent toujours sur l'interprétation des promesses faites et leur portée. L'Institut de Brooklyn l'a formulé assez clairement.
Les parties n'ont pas conclu un accord, mais une trêve temporaire. Ils s'observent et chacun a sa propre version de ce sur quoi, en fait, nous nous sommes mis d'accord. Maintenant, Trump n'est pas venu seul. Alors avec qui est-il venu et qu'est-ce que cela signifie? C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Il vaut la peine d'étudier cela attentivement. Qui est venu? Le général et le général Ike Keita sont là aussi. Mais principalement, alors qu'est-ce que Trump met en avant? Elon Musk, Tesla, SpaceX. Tim Cook, Apple, David Solomon, Goldman Sachs, Larry Fink, BlackRock. Jane Fraser, c'est Citigroup. Ah, Black. Donc le patron de Boeing, comment il s'appelle déjà? Kelly Ortberg. Ortberg, oui. Des représentants de Meta, Mastercard, Visa, Micron, GE Aerospace. Et à la dernière minute, littéralement lors d'une escale en Alaska, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a rejoint la délégation. Au début, il n'était pas sur la liste. Ensuite, lorsque des articles ont commencé à parler de son absence, Trump a personnellement appelé Huang et lui a demandé de se joindre à eux. Il s'est immédiatement envolé pour l'Alaska et s'est donc installé à bord de l'Air Force One. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas une délégation commerciale, c'est un message. Trump dit à Pékin « Regardez qui j'ai amené ». Des gens dont les entreprises produisent en Chine, vendent en Chine, gagnent de l'argent en Chine et qui, en même temps, souffrent des restrictions à l'exportation américaine, tout autant que leurs partenaires chinois. Ils veulent travailler, ils veulent la paix, et les voilà, les voici, ils sont derrière moi. La présence de Wang est éloquente. Nvidia, sous les restrictions américaines, ne peut vendre en Chine ses meilleures puces utilisées pour l'intelligence artificielle. Les pertes pour Nvidia sont colossales, et Pékin le sait. Et le fait que Wang soit assis à côté de Trump et du côté de Trump, c'est à la fois un signe de flexibilité et, comme on dit, un atout commercial en même temps. Et vous perdez, et nous perdons, et nous ne voulons pas perdre. Et vous ne voulez pas perdre, alors mettons-nous d'accord. Voilà, maintenant arrêtons-nous une seconde et parlons de ceci. Trump, ce même Trump qui a lancé la guerre commerciale, eh bien c'est Trump qui l'a lancé, oui, qui a imposé les droits de douane les plus élevés de l'histoire des relations bilatérales, qui pendant des années a qualifié la Chine de principale menace pour l'économie américaine. Il est allé où? À Pékin avec le tapis rouge. 300 enfants, l'Arctique, Kester, et ils amènent littéralement tout le monde des affaires américains avec eux. Les gars, nous sommes prêts à discuter. Qui a gagné la guerre commerciale? Personne. Les deux parties ont perdu et les deux l'ont compris. Voilà le paradoxe. Le conflit économique le plus dur depuis des décennies s'est terminé par le fait que les parties se sont assises à la table des négociations. Parce que la concurrence a une limite, et cette limite s'appelle l'interdépendance. Qu'est-ce que chaque pays veut, en fait? Voyons les choses honnêtement, sans formule diplomatique. Voici les États-Unis. Premièrement, des achats concrets, des Boeing, du soja, du bœuf. Et cela jusqu'en novembre 2026. Parce que Trump a besoin d'une victoire avant les élections de mi-mandat. Moi aussi, j'aimerais vraiment qu'il y ait une victoire, n'est-ce pas? Au Congrès. Donc les indicateurs économiques doivent paraître bons. Et la Chine sait que nous en avons besoin. Deuxièmement, la coopération concernant l'Iran. La guerre avec l'Iran a frappé les marchés mondiaux et les ressources énergétiques. Les exportations de pétrole iranien sont d'environ 1,5 million de barils par jour, principalement vers la Chine, principal acheteur. Si la Chine réduit ses achats ou au moins cesse d'aider activement Téhéran à contourner les sanctions, cela changera les calculs. Et les calculs sont ce qu'il y a de plus important dans les guerres. Troisièmement, à propos des terres rares, la Chine contrôle environ 90% du raffinage mondial. Même si cela est extrait ailleurs, c'est envoyé là-bas et raffiné sur place. Les terres rares. Sans eux, pas de voitures électriques, de chasseurs de 5e génération, ni de smartphones. Les États-Unis veulent un accès garanti. Pas seulement acheter, mais un accès garanti. Que veut la Chine? Si un pays veut quelque chose et l'autre rien, il est difficile de négocier. Premièrement, il réclame quelque chose que nous refusons. Modifier la formulation sur Taïwan. Actuellement, les États-Unis ne soutiennent officiellement pas l'indépendance de l'île. Pékin veut que Washington dise « Nous sommes contre l'indépendance de l'île ». C'est une différence d'un mot, mais une différence énorme en politique. Nous n'accepterons pas cela. Deuxièmement, la fin des restrictions à l'exportation des puces. Donc Nvidia, ASML, toute la chaîne des semi-conducteurs. Sans puces avancées, la Chine ne peut pas développer l'intelligence artificielle aussi rapidement qu'elle le souhaiterait. Troisièmement, c'est la stabilité à long terme.
La Chine a besoin que les secousses d'ondes américaines de UX 1025 ne se reproduisent pas. C'est-à-dire, Trump, il est imprévisible. Pékin veut des mécanismes, comme par exemple un conseil commercial composé de fonctionnaires des deux pays, qui surveillerait l'exécution des accords. Il est également important pour nous que les accords soient respectés par la Chine. Chaque pays doit faire des concessions, n'est-ce pas? Ce que tu reçois, ce que tu donnes. D'après moi, la situation ressemble à ceci. Les États-Unis accepteront probablement d'adoucir partiellement leur rhétorique sur Taïwan. Honnêtement, je ne sais pas comment, mais ils trouveront quelque chose. Ils ne changeront cependant pas leur politique officielle. Ils pourraient permettre une expansion limitée en vendant des puces via des licences plus contrôlées. Concernant l'Iran, ils exigeront des actions concrètes, pas de paroles. S'il y a une discussion à ce sujet, j'ai toutes sortes d'idées à ce propos. Qu'est-ce que les États-Unis ne céderont pas? Un vrai changement sur Taïwan, la fin des restrictions à l'export militaire, la reconnaissance de la sphère d'influence chinoise en mer de Chine méridionale. Nous n'en voulons pas. Nous voulons la même influence illimitée en Amérique latine, mais refusons de l'accorder à la Chine en mer de Chine. Nous restons un requin aux grandes dents. C'est notre vision. La Chine, très probablement, promettra d'importantes commandes. Boeing, produits agricoles, conseil commercial, donc peut-être quelques restrictions sur l'aide à l'Iran. Mais en silence, sans engagement. Je parle d'engagement public. Il y en aura peut-être en interne, mais des engagements publics, c'est peu probable. Qu'est-ce que la Chine ne cédera pas? Un véritable abandon de l'Iran est trop désavantageux, le pétrole bon marché est trop avantageux. Des concessions sur Taïwan qui n'entraient pas dans son intérêt. Et le plus important, ils ne rempliront pas entièrement leurs engagements d'achat, comme ils l'ont déjà fait 100 fois. Ils ne tiennent jamais entièrement leurs engagements. Par exemple, en 2020, lors de la première phase, ils n'en ont rempli que 1 sur 58 promis. Eh bien, c'est à peu près ce qu'ils font. La base, c'est environ 60 à 70 au maximum. Est-ce que chacun a des atouts, n'est-ce pas? Ici, tout est inattendu, je dirais cela comme ça. Les atouts de la Chine. Les terres rares, comme vous le comprenez, c'est un véritable levier de pression. Déjà utilisé en 2025, un énorme marché intérieur. Apple vend des dizaines de millions de téléphones. Tesla, des centaines de milliers de voitures. Même si la moitié de la Chine n'a pas de pouvoir d'achat, néanmoins, la moitié de la Chine, messieurs, c'est la moitié d'1,5 milliard de personnes. Et ils sont solvables. Eh bien, au niveau, pour ainsi dire, de l'achat de certains biens, n'est-ce pas? Maintenant, la Chine a également réalisé une chose très importante pour eux. Ils ont diversifié le commerce. Nous avons refusé leur commerce, leurs exportations, et ainsi de suite. Mais eux, ils ont réussi à le rediriger. Et en réalité, après avoir perdu nos 20%, ils ont augmenté de 21,8%. Autrement dit, ils sont gagnants. Donc, psychologiquement, ils sont dans une position où, oui, vous avez réduit notre part sur votre marché, mais nous, on a trouvé d'autres débouchés et ainsi de suite. Et il y a encore un autre aspect psychologique. Trump est venu voir ci, et non l'inverse. L'atout est du côté des États-Unis. La technologie. La supériorité dans les semi-conducteurs. La Chine n'a pas d'avenir sans les machines américaines ou néerlandaises pour la fabrication de puces. Le contrôle du système financier. Le dollar, SWIFT. La domination militaire dans le Pacifique. L'Iran. La guerre a créé un vrai problème de pétrole pour la Chine. Les États-Unis peuvent assouplir ou durcir les conditions du blocus maritime. Ils peuvent intercepter dans tous les océans tout ce qui va en direction de la Chine. Et dire « tout cela est sous sanction » ou inventer autre chose du même genre. Et faire des trous dans les navires. Avant que nous passions aux conclusions, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche. Je fais régulièrement ce type d'analyse et elles sortent avant que les grands médias n'en parlent. Pour les soutiens à 4 $ par mois, le prochain contenu exclusif est déjà disponible. Lien en description. Voilà. Comment tout cela va-t-il influencer les 3 questions qui nous intéressent, le conflit iranien? C'est le point le plus brûlant des négociations, dont on parle le moins publiquement. Et on en parlera le moins publiquement parce que s'il y a des accords, ils seront secrets. Le détroit d'Ormuz, environ la moitié des importations pétrolières chinoises y transitent. Le blocus iranien du détroit et le contre-blocus américain des ports iraniens ont littéralement paralysé une partie des routes pétrolières chinoises. La Chine en souffre. C'est-à-dire qu'ils ont encore des réserves pour l'instant. Mais je ne peux pas dire exactement, mais il me semble qu'ils peuvent tenir de 3 à 6 mois. Mais cela donne à Washington un levier. Si Pékin ne serait-ce que publiquement prend ses distances avec Téhéran et cesse de les aider à contourner les sanctions, cela limitera l'économie de guerre.
Et comme je l'ai déjà dit, le plus important dans une guerre, c'est l'économie. L'Iran, sans l'argent chinois et sans le marché chinois pour vendre son pétrole, se retrouvera dans une situation bien plus difficile. Autrement dit, même en restant dans leurs propres catacombes, ils commenceront à le ressentir. Ce n'est pas la fin de la guerre, mais c'est un changement d'équilibre. Ensuite, il y a les élections américaines. Donald Trump se rend à Pékin non seulement en tant que président, mais aussi en tant que, candidat au succès de son parti en novembre 2026, les élections de mi-mandat au Congrès. S'il ramène au pays l'annonce de gros achats chinois, comme du blé ou des Boeing, alors les agriculteurs de l'Iowa et les ouvriers de Seattle le ressentiront. Si en plus l'inflation commence à baisser grâce à l'assouplissement des tarifs, Wall Street sera également satisfait. Et Wall Street est venu avec Donald Trump en personne, Goldman, BlackRock, Citi. C'est un pari direct. La diplomatie comme campagne électorale. Et ce n'est pas une critique, c'est simplement la réalité politique. Maintenant la Russie et l'Ukraine. Le lien ici, et c'est moins direct, mais existe. Face aux sanctions occidentales, la Chine reste le principal partenaire économique de la Russie. Si Pékin, dans le but de normaliser ses relations avec Washington, commence à établir ses relations avec Moscou de manière un peu plus prudente, cela affaiblira la base économique du Kremlin. Pas instantanément, pas publiquement, mais structurellement, comme on dit. De plus, si la guerre iranienne commence à se désamorcer grâce à la Chine, grâce à la médiation de Pékin, alors les États-Unis libéreront des ressources diplomatiques et militaires pour exercer une pression plus active sur Moscou concernant le dossier ukrainien. Les liens ici ne sont pas directs, mais ils sont assez réels. Eh bien maintenant, voyons donc ce qui va probablement se passer. La prévision réaliste est la suivante. Trump et Xi annonceront un ensemble d'accords commerciaux. Boeing, du soja, du bœuf pour, une jolie somme ronde. Un conseil commercial sera créé comme mécanisme de contrôle. Concernant les puces, il y aura peut-être une légère extension cosmétique de la licence. Sur l'Iran, il y aura des accords en coulisses sans engagement public. Concernant Taïwan, rien de substantiel ne changera. Même si les formulations peut-être seront un peu modifiées, oui, il n'y aura rien qu'on puisse appeler un G2. Il n'y aura pas de complot secret à deux. Il n'y aura pas de superpuissance unie contre le reste du monde. Il y aura un accord absolument pragmatique entre deux dirigeants qui comprennent parfaitement la situation. Ce sont des concurrents. Mais une concurrence avec un commerce détruit n'est avantageuse pour personne. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a 50 ans, Nixon s'est envolé vers Pékin avec le même sentiment, celui de l'impossibilité. La guerre froide, un fossé idéologique, des armes nucléaires des deux côtés. Et pourtant. Ils se sont serrés la main, rendant le monde moins dangereux. Aujourd'hui, la situation est différente, dans un certain sens meilleure. Les États-Unis et la Chine n'ont pas d'affrontement idéologique. Nous suivons quand même des chemins différents. Mais cela n'est pas comparable à la rivalité soviéto-américaine de l'époque. Ils ont une concurrence économique, mais aussi une interdépendance économique. Elon Musk produit en Chine. Jensen Huang veut vendre en Chine. Tim Cook a construit des usines en Chine pendant 20 ans. L'argent, bien sûr, n'est pas une garantie de paix. Mais l'argent est un argument très puissant contre la guerre. Trump n'a pas amené une armée à Pékin. Il a amené des entrepreneurs. Et là-dedans, malgré tous les risques, malgré tout le cynisme de la grande politique, il y a quelque chose d'encourageant. Les deux principales économies mondiales se sont réunies. C'est déjà mieux que s'ils ne s'étaient pas assis. Si cette analyse vous a été utile, mettez un like. Partagez avec ceux pour qui c'est important. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Il y a beaucoup de contenu à venir que vous ne trouverez pas dans les actualités habituelles. Et pour ceux qui veulent recevoir des épisodes exclusifs avant tout le monde, c'est 4 $ par mois, le lien est dans la description. Je vais couvrir ce sujet, la Chine donc, la rencontre chaque jour. Et nous verrons si mon ressenti de la réalité correspond à ce qui va se passer lors du sommet. Trump lui-même est un dirigeant hors du commun. Il peut avoir des surprises dans sa manche. Il vient de le dire d'ailleurs, et il y a réfléchi. Mais quelle surprise Trump peut-il bien avoir dans sa manche ? Je dirais tout de suite qu'elles peuvent être bien plus grandes que tout ce que je pourrais imaginer. Mais bon, je ne peux avancer que ce que j'arrive à imaginer. La première chose serait de ne pas du tout aborder la question de l'Iran. Simplement venir et ne pas en parler. C'est-à-dire ne pas parler de ce que les Chinois attendent le plus. La position serait la suivante, nous nous en sortons très bien tout seuls. Et si vous manquez de pétrole à cause de cela, venez. Et nous pourrons en discuter avec vous. Non pas de nos problèmes, mais des vôtres. Deuxièmement, ne pas évoquer Taïwan, attendre que les Chinois prennent l'initiative. Troisièmement, proposer non pas de nous prêter de l'argent, mais d'investir en Amérique. Comme l'ont déjà fait les pays du Golfe Persique,
les voisins régionaux de la Chine, ainsi que le Japon, la Corée du Sud et de nombreux autres, qui veulent notamment faire partie du siècle américain stable, avec une économie totalement repensée, basée sur l'intelligence artificielle. Autrement dit, transformer ce sommet, censé être axé sur la politique étrangère, en un sommet entièrement économique. Cela pourrait passer d'une Yalta 2 ce que tout le monde craint, c'est-à-dire un sommet qui divise le monde, à un sommet qui l'unit. Alors où as-tu investi ton argent ? Tu ne fais pas vraiment la guerre avec lui. Notre idéologie et celle de la Chine restent diamétralement opposées. Cela ne signifie pas que nous avons oublié nos différends ou que nous vivrons en harmonie, mais que nous cessions de nous mettre mutuellement des bâtons dans les roues. Et ici, je voudrais vraiment que nous nous rappelions tous de la doctrine de Trump ou de la doctrine de Don't comme il l'appelle, pour ceux qui ne comprennent pas ou ne s'en souviennent pas. C'est une paraphrase de la doctrine de Monroe, le président américain qui a défini les sphères d'intérêt des États-Unis comme étant notre environnement immédiat, et non l'Afrique, l'Europe ou l'Asie lointaine. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas commercer. Cela signifie que nous ne devons pas nous précipiter dans des contrées lointaines et nous occuper d'apaiser, je ne sais pas, de mettre fin aux guerres, d'apaiser les conflits et ainsi de suite. Trump a défini sa doctrine comme une continuation de celle de Monroe, lorsque les États-Unis d'Amérique s'occupent de leur propre jardin, qui, de mon point de vue, s'étend sur environ 22 500 milles autour des frontières des États-Unis d'Amérique. Il propose de trouver des États forts dans chaque région, qui arrêteront les conflits, qui entravent le commerce dans leur propre région, dans leur propre jardin. Naturellement, tous ces blocs commerceront les uns avec les autres. Ils auront des relations commerciales entre eux. Mais les fonctions de protection des biens et des citoyens ne reposeront pas sur une seule partie, comme c'était le cas avec les États-Unis d'Amérique, qui ont été les policiers internationaux ces 30 dernières années. Elles seraient réparties entre, disons, un pays fort dans la région ou peut-être une alliance de plusieurs pays, chargés précisément d'empêcher le déclenchement de guerres, des meurtres. Si Trump peut dire « réglons non pas les problèmes immédiats, mais ceux des 100 prochaines années ». La Chine et l'Amérique sont les pays les plus sérieux, tant du point de vue économique que militaire dans le monde. Personne n'arrive même à la cheville pour la 3e place. Oui, tous les autres pays, y compris la Russie, la Turquie, l'Inde, sont très loin derrière, à la 174e place, et vous, comme nous avons besoin de stabilité. Comme vous, nous avons besoin de développement fondé sur la stabilité. Je ne propose pas de devenir les meilleurs amis, je propose simplement de devenir les garants mondiaux de la paix sur la planète. Les garants mondiaux. Les garants mondiaux, bien sûr. Et alors, tout ce qui se passe lors du sommet prend une toute autre tournure. Encore une fois, Trump est sûrement la personne la plus proche d'un génie parmi celles que nous avons vues dans la vie politique mondiale au cours des, 50 dernières années. Alors nous verrons bien, chers amis. Et maintenant, l'Amérique sans la charia. Ce n'est pas très long, ce n'est pas très étendu, mais c'est aussi un sujet extrêmement important pour nous. De quoi parlait-on réellement au Congrès le 13 mai ? Qu'est-ce qui a provoqué l'audition ? La raison en est la croissance de la population musulmane américaine, environ 3,5 millions de personnes en 2026. En 20 ans, le nombre de tribunaux d'arbitrage islamique privés qui examinent les litiges familiaux selon les normes de la charia a doublé dans plusieurs États. L'adoption dans plusieurs universités et villes de diverses formulations faisant de l'islamophobie une infraction administrative punissable. Et surtout, le financement étranger des mosquées et écoles américaines par le Qatar, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Là-bas, ce sont des centaines de millions quand même, oui. Bon, peut-être des milliards de dollars. Des centaines de millions de dollars par an. Le déclencheur n'a pas été un incident isolé, mais le sentiment croissant que ce qui s'est passé au Royaume-Uni peut aussi arriver ici, si on ne commence pas à poser des questions à l'avance. Que veulent exactement les musulmans ? Ici, il faut être précis. La grande majorité des musulmans américains ne veut rien d'autre que ce que veut n'importe quel paysan ou juif américain. Aller à sa mosquée, célébrer ses fêtes, élever ses enfants dans sa tradition, être un citoyen à part entière. Selon le Pew Research Center, environ 80% pensent-on que le principal document américain est la Constitution, et non le Coran. Ils travaillent, servent dans l'armée, paient des impôts, font partie de la vie américaine. Mais il existe ce qu'on appelle une minorité active, organisée et donc puissante. C'est un réseau de structures idéologiquement liées aux frères musulmans,
CAIR, ISNA, MAS, MSA et leurs équivalents qui sont financés depuis Ankara ou depuis le Donbass. Leur programme public semble modéré. Défense des droits civiques des musulmans, lutte contre l'islamophobie, n'est-ce pas? Leur programme interne, révélé dans les dossiers du tribunal pendant l'affaire Holy Land Foundation, c'est ce que l'un de leurs dirigeants, Mohamed Akram, a appelé dans un mémorandum de 1991 la stratégie du djihad d'expansion, ou djihad mondial. Ce service visait cette partie, pas le chauffeur de taxi musulman américain de Brooklyn. Pourquoi chrétiens, juifs et conservateurs laïcs s'y opposent-ils? Les objections convergent vers un seul point. En Amérique, il n'y a qu'une seule loi pour tous. Le premier amendement à la Constitution, c'est l'égalité devant la loi. Le 14e amendement est le fondement de la République américaine depuis 2 siècles et demi. La charia n'est pas une autre religion. La charia est une structure juridique parallèle, avec son propre droit de la famille. La polygamie, soit dit en passant. La tutelle morale, par défaut, revient au père. Le divorce est inégal. En ce qui concerne le droit successoral, la part du fils est 2 fois supérieure à celle de la fille. Selon leur propre droit pénal, l'apostasie et le blasphème sont punis. Selon leur propre droit financier, tout système de ce type qui fonctionne sur le territoire de notre pays. Soit il remplace la loi américaine, soit il fonctionne en marge de celle-ci. Dans les 2 cas, 2 Amériques se créent. C'est là que réside le point fondamental. L'objection n'est pas théologique, mais purement juridique. Le même protestant, le même catholique, le même juif orthodoxe vivent aux États-Unis selon la loi civile. Et ils pratiquent de leur tradition religieuse de manière volontaire et honnête. Personne ne propose un tribunal halachique doté de pouvoirs coercitifs. Personne ne propose le droit canonique en Louisiane. Seule une tradition religieuse, au cours des 20 dernières années, pose la question de la reconnaissance publique de son droit comme système parallèle. C'était justement le sujet de l'audience, car nous avons l'exemple britannique. Au Royaume-Uni, selon différentes estimations, il existe aujourd'hui de 30 à 85 conseils de la charia. Ceux-ci examinent les litiges familiaux. Officiellement, ils sont volontaires, mais en réalité, ils représentent la seule véritable voie pour une femme issue d'une communauté musulmane conservatrice de divorcer. Car sans divorce religieux, elle risque l'ostracisme social. Un rapport de la Chambre des Lords de 2018 ainsi que des études indépendantes ont constaté une inégalité systématique. Les femmes perdant la garde des enfants, perdant leur dot, restent dans des mariages marqués par la violence. Tout cela dans un pays qui garantit l'égalité des sexes. Les Britanniques se doivent décider, soit ils suivent la charia et tout le monde vit selon la charia, soit ils vivent selon la loi britannique. Et alors tout le monde vit selon la loi britannique. La leçon britannique est très simple. Autoriser un système parallèle le rend obligatoire en une génération, même s'il était d'abord volontaire. Pour qui? Pour ceux qui n'ont pas le choix. Les dangers sont réels, mais il faut les nommer honnêtement, sans apocalyptisme. 1. La loi du silence sur la loi. Une société où il est interdit de discuter d'une religion autrement qu'en la louant, c'est la fin du premier amendement. 2. Les juridictions parallèles décrites plus haut. 3. Les financements étrangers. Lorsqu'une mosquée est construite par le Qatar, elle sert d'instrument politique et d'influence spirituelle plutôt que de communauté. L'inertie démographique. La 3e génération, née déjà en Amérique, se retrouve éduquée, non pas par des parents américains, mais par des programmes scolaires turco-qataris. Et ce n'est déjà plus une question d'immigration. Ce n'est pas un melting pot, oui, où nous mijotons tous ensemble, pour ainsi dire, et où il en ressort une soupe faite de nous tous. C'est une exclusion totale de notre société. La lucidité impose aussi de saisir l'inverse. La majorité des musulmans américains sont des alliés, pas des adversaires. Mettre dans la même catégorie un chauffeur de taxi de Brooklyn et un fonctionnaire du Caire, c'est absurde. Et l'audition du 12 mai, en particulier ses organisateurs, ne permettront pas cette absurdité. Prévision réaliste, la législation ne changera presque rien immédiatement. L'audition a un caractère doctrinal. Elle sera consignée dans le compte-rendu du Congrès. Les principes qui y seront inscrits pourront servir de base demain aux tribunaux et aux États. Plusieurs États, comme le Texas, la Floride, l'Oklahoma et le Tennessee, ont déjà adopté des lois interdisant la reconnaissance du droit religieux étranger dans les affaires civiles. Après cette audition, lorsque tout cela sera publié, le nombre de ces États augmentera. Beaucoup plus.
Le principal résultat, c'est de sortir cela de l'ombre, de sortir cela du secret. Pendant 10 ans, seuls les marginaux et Fox News en parlaient. Maintenant, c'est le Congrès qui en discute, Dieu merci. Et cela change les règles du discours. Ce qu'on appelait hier l'islamophobie s'appelle aujourd'hui une question constitutionnelle. Et à partir de ce moment-là, la question est considérée comme légitime. La société a une chance d'y répondre correctement. Ainsi, mesdames et messieurs, lorsque quelque chose arrive en Grande-Bretagne, c'est positif car ils nous ont avertis. Mais il vaudrait mieux qu'ils s'en débarrassent. C'est leur problème. Nous ne réglerons pas cela comme les Chinois, en exterminant ou internant tous les musulmans. Oui, bien qu'en Amérique, ils avaient déjà fait cela, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis tous les Japonais dans des camps. Ils les ont retirés de leurs maisons, travail et lieux de vie pour les envoyer dans des camps. Mais cela nous a aussi appris que nous faisons des erreurs et apprenons. Et donc j'espère vraiment qu'en ce moment, nous cherchons une voie pour ne pas devenir comme la Chine et ne pas devenir comme le Royaume-Uni. Eh bien, il faudrait honnêtement commencer à retirer le mot « grande » de ce nom. C'est tout. Au revoir, à la prochaine.